plaire dans son activité professionnelle, à la fois y trouver du plaisir et aussi se sentir valorisé par ce que l'on fait. Une quête pour la plupart d'entre nous qui occasionne bien souvent des changements. Bienvenue dans ce podcast Vie et Voix, les interviews de Lila, pour parler de ses choix pro. Je suis Lila. Pour chaque épisode, j'inviterai un témoin proche de vous, de moi, pour nous raconter son parcours. Nos témoins ont un point commun. Ils se sont fait confiance pour se donner des chances. Ils ont choisi de penser que rien n'était joué. Pour cet épisode, notre invitée, Valérie Priou, obtient un diplôme en qualité en 1998 suite à une maîtrise de psycho. Au sein de la direction parisienne d'un grand groupe énergétique, elle participe au lancement de la démarche qualité et de l'application de la norme environnementale. Puis, elle évolue vers un métier qui se crée. Elle devient responsable développement durable et enfin responsable RSE. 22 ans plus tard, elle quitte son employeur pour revenir en région et se lance dans une aventure en couple autour d'un projet multifacette alliant la restauration à un volet culturel et associatif. Comment a-t-elle réussi ce changement de cap ? Comment a-t-elle fait ses choix ? Sur quoi s'est-elle appuyée ? Nous nous rencontrons sur l'île de Léron. Elle s'est installée dans la commune de mon enfance et m'accueille dans une des salles de son restaurant. Bonjour Valérie. Bonjour Lila. Merci d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage. Je vous propose de commencer par nous dire qui vous êtes enfant et ce qui vous intéresse. J'ai grandi une grande partie de mon enfance et adolescence aux Antilles. C'était des années douces, au bord de l'eau, à la chaleur, en famille. Et après, je suis revenue à l'âge de 14 ans à Toulouse. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on revient, on connaît plus la musique, la mode. Voilà, c'était donc une année compliquée. Et puis bon, après, on s'adapte. Je reste à Toulouse, je passe mon bac et je fais des études de psychologie à la fac de Toulouse où j'obtiens ma maîtrise. J'avais pris une spécialisation en interculturel, mais c'était un secteur assez bouché. Donc, je me pose des questions. Je tente le concours de professeur des écoles, mais sans grande conviction. Et en fait, j'ai découvert une école. C'est l'Institut européen de la qualité totale, volet qualité et environnement. J'avais un profil un peu atypique. Alors, j'ai fait option de service en 97-98. Très peu d'entreprises étaient encore sur la qualité, excepté peut-être l'automobile, et un peu l'agroalimentaire, mais en tout cas, tout ce qui est service, il n'était pas du tout. Pour finir mon diplôme, j'ai dû chercher un stage de fin d'études et j'ai trouvé un stage dans le groupe EDF-GDF Service à Paris. J'ai pu valider mon diplôme à l'issue de ce stage. Et après cette formation, quel est votre parcours ? Donc, à l'issue du stage, ils ont souhaité me garder en intérim pendant 1 an. Donc là, j'ai fait plus du marketing parce que la qualité, ça arrivait doucement. Et en janvier 2000, j'ai été embauchée en tant qu'ingénieure qualité pour EDF-GDF Service à Paris. Donc, je mets en place tout le système qualité avec les normes ISO sur le volet électrique et gaz. On voulait se faire certifier ISO 9001, certification que l'on a eue. Alors ça, je l'ai fait de 2000 à 2005 à peu près, sachant qu'entre-temps est venue se greffer la démarche environnementale 14001. Progressivement, on a dû inclure dans nos process le volet environnemental. On a aussi été certifié 14001. Après, j'ai mon deuxième enfant, une fille. Je reprends très peu mon poste et j'ai mon troisième enfant, une deuxième fille. Comme mes filles ont 14 mois d'écart et que j'avais aussi mon garçon, que j'ai eu en 2002, j'ai souhaité prendre un congé parental pour les élever, en fait. Et j'ai repris en 2009. À mon retour, il y a eu l'ouverture des marchés avec X fournisseurs d'énergie. Moi, je fais le souhait de rester sur la partie de la distribution, ERDF, qui aujourd'hui s'appelle Enedis. Je connaissais déjà, il y avait une équipe qui s'occupait un peu de solidarité avec la ville de Paris. J'ai vu avec mon directeur, il y avait un peu tout à construire. Il m'a fait confiance et donc j'ai pu prendre le poste de responsable développement durable. Dans le développement durable, on entend, oui, le volet social, sociétal et environnemental, en fait. Au tout début, c'était quand même plus des actions sur le volet social et sociétal, avec des acteurs locaux, comme des régies de quartier, monter des chantiers d'insertion, avec des structures d'insertion, des structures adaptées et protégées, voilà. Et donc moi, je devais, avec les équipes, les techniciens, les chefs d'agence, se dire quelle est la plus-value si on met des actions avec des acteurs externes. Par exemple, une action qui a été dupliquée sur l'ensemble de la France, sur lequel on a eu un trophée développement durable, c'est tout ce qui était lié au contrôle qualité des chantiers.
Enedis, c'est un acteur, local. On fait des travaux pour améliorer, le réseau et ça a créé beaucoup de désagréments pour les riverains. J'ai travaillé avec une structure d'insertion, donc il y avait une équipe, un peu spécialisée que j'avais formée pour, aller au plus près de ces travaux, aller discuter avec les riverains, expliquer ce que l'on fait. Ce contrôle qualité, en fait, de chantier, il y avait une grille, il fallait quand même qu'Enedis respecte un certain nombre de paramètres. Eux, ils veillaient un peu au bon maintien du chantier. C'est par exemple, il y a un chantier, il y a des arbres, on doit protéger les arbres. Donc eux, ils avaient une grille et dès qu'il y avait des soucis, ils nous faisaient remonter et nous, on pouvait agir en conséquence pour, redéployer des agents sur le terrain pour que ça soit, conforme. Et moi, mon poste, il a évolué donc, de développement durable à la RSE, donc responsabilité sociétale d'entreprise. J'avais vraiment un poste à tiroir, c'est-à-dire que je faisais du social, sociétal et environnemental, beaucoup de com. J'ai travaillé vraiment en collaboration aussi avec la RH parce que, notamment sur cette partie-là d'activité que nous, on ne faisait pas en fait, hein, qu'on sous-traitait, hein. J'ai réussi avec l'aide de chefs d'agence qui ont cru en nos actions, une direction qui a cru aussi aux actions, hein. J'étais pas toute seule, mais en tout cas, moi, je me suis énormément battue pour embaucher un certain nombre de personnes. Toutes ces embauches, quelque part, ça donnait sens à, ce volet social et sociétal que je devais mener. Moi, j'ai vraiment pris ce travail en me disant: «Derrière, il faut qu'il y ait des actions qui soient pérennes». Donc à la fois où les partenariats duraient dans le temps et aussi, s'il y a des profils intéressants, les embaucher. C'est comme ça qu'on a été aussi et reconnu comme un acteur, du territoire, solidaire, en fait. Vous avez eu des projets environnementaux aussi dès le début? J'ai mené des actions, en lien avec la biodiversité, parce qu'en fait, Paris est un acteur très engagé. Il y a eu, des projets sur, pariculteurs et au tout début, hein, avec une association, j'ai mené un projet de jardin, urbain, en fait, sur un toit des sites d'Enedis et donc ça, on a été un peu précurseurs là-dessus et au final, j'ai fait 3 potagers urbains et une pépinière, urbaine, voilà, dans Paris intramuros. L'association avec laquelle j'ai travaillé a gagné beaucoup de prix. Ça a été énormément, porteur. Votre responsabilité sur la RSE, c'était des projets de quelle nature, finalement, à l'arrivée, enfin au fil du temps, c'était quoi? Au fil du temps, ça a été, 50-50, à peu près, autant sur le volet social et sociétal. Donc je menais de front, je pense, on va dire une quinzaine de partenariats que je suivais et en parallèle, tous les projets sur, le plan climat et sur la biodiversité, en fait. Donc Valérie, qu'est-ce qui vous amène à changer d'activité? Dans les gros groupes, il faut souvent changer. Moi, j'étais restée déjà, assez longtemps sur mon poste. Donc voilà, je m'interrogeais, mais je trouvais pas vraiment de quelque chose qui pouvait encore me plaire et puis il y a eu le covid et donc on faisait, post-covid 3 jours de télétravail. Mon travail, c'était quand même beaucoup de liens social, aussi bien avec les partenaires qu'avec les élus et avec mes collègues et je me suis retrouvée quand même, très isolée, ce qui me convenait pas du tout et en parallèle, c'est vrai que pendant le covid, mon mari, c'était un peu un rêve d'acheter une colo et on avait acheté une maison. On avait une maison sur l'île Odéron depuis plusieurs années où on venait très régulièrement, hein, même les week-ends. On aimait beaucoup et puis ça faisait déjà quelques années que, on s'interrogeait, voilà. Ça faisait, presque 25 ans qu'on habitait Paris. Il a trouvé une colonie de vacances à vendre, aux enchères. Il m'en a parlé, j'ai dit: «Bon, oui, pourquoi pas, C'est son rêve, on a tous droit à des rêves, donc laissons-le rêver, voilà. J'étais d'accord pour, voilà, écrire le projet. Donc le projet, c'était vraiment un lieu de vie qui nous ressemblait, hein, sur le papier, monter un restaurant, bar, mais pas que, parce qu'on n'est pas restaurateur, hein, mais c'était monter un lieu, vivant, un lieu culturel, animé et faire du logement à l'année et du logement pour, les travailleurs saisonniers. On se lance dans la vente aux enchères sur internet. Donc, c'est quand même très, irréel, hein, acheter un bien aussi grand sur internet. Après plusieurs jours d'enchères, au final, on a la colo, chose que j'y crois pas du tout, on appuie sur le bouton et elle est à nous. Donc là, je réalise pas vraiment. J'étais encore dans mon travail, mon mari avait encore son travail, donc ça paraît un peu très irréel. Sauf que, après il faut réaliser parce que, il y a un crédit qui s'annonce. Donc là, on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir quand même qu'on passe à l'action». Bon, on en avait quand même déjà un peu discuté avec nos filles
Ma plus grande était en seconde et ma dernière était en quatrième. Et mon fils avait terminé ses études. Et nos filles, contre toute attente, ont été très partantes de venir à Oléron. Mais ma deuxième souhaitait faire au moins 2 ans dans un lycée pour se faire des amis. Donc j'ai eu très peu de temps, moi, pour me retourner. Et je leur ai dit, il faut me laisser 2, 3 mois pour réfléchir. Donc j'ai réfléchi, je suis passée par tous les états, hein, des états d'excitation, mais de peur, hein, parce que c'est un peu se jeter vers l'inconnu total, hein. J'ai eu l'impression de quand même de sauter du haut d'une falaise. Du coup, je suis partie de mon entreprise pour me lancer dans cette grande aventure d'une colonie de vacances sur l'île d'Oléron. D'ailleurs, vous avez appelé votre activité la Colo Co. Comment se passe votre installation? La première année, donc mon mari, il avait une entreprise, donc il fait des allers-retours. La semaine, il va à Paris travailler parce que il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui gagne un peu d'argent. Moi, je suis ici avec mes filles et on attaque les travaux. On fait 5 petits logements à l'année et puis on rénove aussi les anciennes chambres de la colo. Donc la deuxième année, il faut qu'on fasse le poumon économique de l'activité, donc la partie bar-resto. Là, c'est des travaux très lourds. On a une équipe, hein, bien évidemment, mais nous, on y est aussi tous les jours. On fait ce qu'on peut à notre échelle. On s'est dit, il faut qu'on ouvre le resto en avril 2023. De février à avril, tous les week-ends, on était très entourés. On avait plein d'amis qui venaient nous aider pour peindre, pour faire des joints. Cet élan de solidarité, ça nous a quand même beaucoup porté dans notre projet. Et puis, 21 avril, on ouvre un restaurant sur lequel moi, je m'étais dit: «Je ne viendrai pas travailler dans tous les cas. Ça sera mon mari, mais pas moi», parce qu'on n'avait pas envie de travailler ensemble. On avait peur surtout, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Plus, le volet restauration qu'on ne connaissait pas. Puis bon, in fine, petit à petit, je suis venue au bout de 2 mois parce que, les choses ont évolué, et dans ma tête, je pense que les choses ont évolué aussi. Puis bon, une fois dans l'action, en fait, j'ai réussi à trouver, là où je pouvais être, lui aussi, et on est complémentaires, en fait. Depuis ce démarrage du restaurant, vous avez, ouvert d'autres activités? Depuis l'an dernier, on est labellisé tiers-lieu. C'est le volet associatif de la Colo Co. Donc, ce label nous a permis d'avoir une subvention pour notamment équiper une partie de salles de coworking. Le tiers-lieu, c'est aussi sur le volet très culturel. Donc, l'an dernier, on a fait le premier festival BD sur l'île d'Oléron et on fait la deuxième saison là, cette année, là, 14 et 15 juin. Le tiers-lieu, c'est aussi, vu que c'est associatif, hein, il y a tout un tas de bénévoles, intergénérationnel. Il y a beaucoup de jeunes quand même sur l'île d'Oléron, qui ont envie de faire des choses et des belles choses. Il y a toute une programmation, il y a le collectif Nopé, ça c'est aussi avec des jeunes femmes sur tout ce qui est lié aux violences faites aux femmes, aux actions, très féminines. Il y a un festival clown aussi qui va se monter. Quand je dis tiers-lieu, on n'est pas nous uniquement à la manœuvre. Il y a d'autres personnes, hein, qui vont prendre le lead pour créer des actions culturelles. C'est des manifestations qui vont se passer ici. L'idée, c'est d'offrir ces espaces à l'initiative de bénévoles au sein du tiers-lieu. Est-ce que l'activité est viable pour vous aujourd'hui? Alors la partie restauration, oui, c'est viable, oui, parce qu'on continue. Là, ça va être notre quatrième saison. Maintenant, c'est compliqué parce que sur Oléron, on vit au rythme des saisons. Donc on a une forte affluence, effectivement l'été, hein. C'est une activité qui peut pas être pérenne sur 12 mois de l'année. Donc on ferme l'hiver parce qu'il y a trop peu de monde et puis bon, nous on est à Dolusse, donc Dolusse, c'est quand même très, très calme et l'avant et l'après-saison, c'est chaque année en fait. On va dire qu'on dépend aussi beaucoup du beau temps. C'est pas simple, hein, parce qu'on a beaucoup de charges en fait. Donc oui, pour l'instant, on s'en sort mais voilà, on fait attention. Est-ce que vous reviendriez en arrière? Alors non, franchement, je reviendrai pas en arrière. La première année, enfin les premiers mois de l'ouverture, je me suis dit: «Mais dans quoi je me suis embarquée? Pourquoi j'ai fait ça?» Mais non, je reviendrai pas en arrière, non, non. Le fait quand même d'être à son compte, on a quand même une liberté d'action. Là, on est en train de développer les séminaires d'entreprise pour justement, être un peu plus confortable, économiquement, quoi. Vos enfants continuent d'adhérer à ce projet? Notre fils, est pâtissier et donc c'est lui qui fait toutes les pâtisseries, beaucoup de trompe-l'œil. Il fait aussi des ateliers de pâtisserie. C'est vraiment un acteur clé aussi pour nous et puis nos filles, bon, elles sont étudiantes, elles font du service l'été.
Comment est-ce que vous vous faites connaître et comment est-ce qu'on peut vous contacter sur l'une ou l'autre des activités? On a un compte Instagram, Facebook aussi, on relaie, voilà, les informations, les concerts. On met aussi sur l'application Olay, une application locale. On a un site internet, c'est lacolo.io et puis, bah, on a un téléphone. Le coworking, il y a des informations dédiées pour ceux qui veulent, réserver, par exemple, un créneau pour venir travailler. Que retenez-vous de votre parcours, Valérie? On peut apprendre à tout âge et prendre du plaisir et surtout, je me suis, surprise à dépasser mes peurs en me disant: «Bah, en fait, oui, je suis capable, je suis capable de le faire». C'est vrai que quand on reste longtemps dans une entreprise, dans un gros groupe, même si on évolue, on reste quand même dans une zone de confort et là, bah, oui, je me suis mise, vraiment en danger, quoi. À tout point de vue, hein, parce que ça aurait pu aussi, chambouler notre couple, notre vie de famille. Rien n'était gagné au départ, quoi. Vous avez changé radicalement d'avis d'ailleurs, hein, sur ce projet et sur votre place dans ce projet. Mmh, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Bah, tous les 2 et aujourd'hui on se dit que, ben, on est plus fort à 2. Bah, ça en fait, c'était pour se protéger parce qu'il y avait plein de paramètres qu'on maîtrisait pas, on savait pas trop et puis au fil du temps, quand le projet a démarré, que les choses ont commencé à se caler un peu, qu'on avait un peu plus de vision, bah, voilà, on a trouvé l'un et l'autre notre place dans le projet et on se marche pas dessus, on est complémentaires et à la fois, on prend les décisions à 2 et on est plus fort à 2 parce que, on se soutient, avec le recul, je me dis que heureusement que je travaille aussi au sein de cette activité parce que sinon, ben, on se verrait plus, quoi. Ce saut dans le vide, vous n'avez pas eu besoin à un moment donné d'accuser le coup? Parce qu'effectivement, ça a été, quand même sans transition, votre passage d'un métier à un autre. Oui, oui, j'ai accusé le coup la première année. Là, c'était un peu, la marche forcée. Puis j'y étais pas trop, trop. Mais je pense que j'étais en train de réaliser, en fait, tout ce vers quoi on allait, tous les sacrifices qu'on allait faire. Il y avait tout à découvrir. Moi, j'avais tout à apprendre, en fait. Heureusement on a toujours eu une super équipe qui revient chaque année. Il y a de la confiance aussi qui s'installe. J'ai appris à leur contact, hein, voilà, contact de jeunes. Et puis travailler avec la jeunesse, ça dynamise. Si je fais un peu le bilan, c'est vrai que je me sens, bah, nettement plus en forme, hein. Physiquement, je fais plus attention et je me mets une, règle d'hygiène de vie pendant toute la saison. Ouais, ça m'a rendue vivante et puis je vis plus, un peu, aujourd'hui plus au jour le jour, en fait. Voilà, je j'arrive plus à me dire: «Ben, si ça marche pas, on fera différemment». J'ai réussi à lâcher prise, en fait, beaucoup plus à lâcher prise, quoi. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne? On peut changer d'activité professionnelle, hein, du tout au tout, hein, parce que alors là, pour le coup, moi, c'était du tout au tout, que ce soit professionnellement, de ville, enfin de tout. Ouais, c'est des renoncements à certaines choses quand même. Il faut accepter de se dire que peut-être qu'on va changer, on va gagner en qualité de vie, mais on gagnera moins. Là, aujourd'hui, c'est ça, hein, clairement. Mais que dans la vie, ben, il n'y a pas que, le fait de gagner très bien sa vie pour être bien et en phase avec ce que l'on est. Ça, je l'accepte. Bah, que ça vaut le coup parce que c'est un peu une deuxième tranche de vie, je trouve. Voilà. Que peut-être si j'étais restée dans mon ancien emploi, dans la grande ville, ben, je me serais peut-être un peu plus éteinte, quoi. Là, je sens que ça m'a donné un deuxième souffle, en fait. Et puis, je pense que notre projet a été fait vraiment de belles rencontres et c'est ce qui nous aide, ce qui nous porte aussi et ce pourquoi on a envie de continuer de se battre, quoi. Voilà. Et si vous aviez à refaire quelque chose, est-ce que vous referiez de façon différente ou identique? J'aurais pas changé forcément les choses, non. Si je devais refaire les choses à l'envers, non, je crois pas. Je crois pas parce qu'en fait, c'est des étapes un peu, inhérentes à un projet, bah, la peur, l'angoisse, puis après, bah, un peu le dépassement de soi, enfin, non, je pense que non, je changerais pas les choses, non. Merci Valérie pour votre confiance. Vous portez aujourd'hui un projet multifacette avec votre mari. Vous nous montrez comment individuel et collectif se nourrissent réciproquement dans cette aventure à deux. Chacun sa part.
L'objectif de l'un, l'adhésion par nécessité d'abord de l'autre, puis une mécanique où chacun trouve sa place pour partager les nouvelles idées de l'évolution. Aujourd'hui, le temps vous aide à digérer vos peurs. Vous éprouvez du plaisir, vous redécouvrez votre énergie. Vous savez également que vous pouvez compter sur le soutien de votre entourage et de vos amis. Ce sont vos clés, elles pourront peut-être ouvrir d'autres chemins, qui sait. Le sort vous a réservé une belle surprise car vos enfants participent chacun à leur façon à ce projet, finalement familial. Je souhaite, Valérie, que la Colo d'Oléron accueille encore de nombreuses années la clientèle variée que vous recherchez. Merci Lila. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Vie et Voix, les interviews de Lila. Merci de vos commentaires et de votre soutien. Si vous souhaitez proposer votre témoignage ou un témoignage, retrouvez-moi sur LinkedIn, Vie et Voix, les interviews de Lila. À très bientôt.